Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À We Love MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises et on a décidé pour une fois de faire une émission spéciale du haut de notre confinement, faut vous l'avouer. Parce que en vrai, on peut pas aller dans les salles de projo. Déjà qu'on veut pas de nous pour les comédies, alors qu'en plus pour les projos. Alors du coup, là, on peut même plus aller dans les salles comme tout le monde. Bah du coup, on est obligé d'improviser et on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a de plus important dans notre culture que une émission sur les inconnus. Ah putain. À l'hôpital Velpo. Donc voilà, vous l'avez entendu de la bouche de Max Besnard. C'est, on va parler des inconnus, on va parler des films des inconnus, on va parler des sketchs. Et ça, c'est pratique parce que tant qu'on a YouTube, on peut encore consulter les meilleurs sketchs. On peut consulter les sketchs oubliés. Donc on va parler de tout ça avec Max Besnard que vous avez entendu. Coucou. Et avec Perrine Kenson. Hello. Qui a son DVD box, t'as révisé, t'as potassé ? Ah bah je l'ai entre les mains, je l'ai regardé, j'ai fait un petit totem, j'ai regardé des petites vidéos, j'ai ri seule et là je me suis dit que ça y est, c'était officiel, le confinement m'avait atteint. Voilà. Alors d'abord un truc, c'est que les inconnus, est-ce que vous étiez plutôt, vous avez connu encore Café Théâtre ou vous êtes passé directement genre la télé des inconnus Ah non, Café Théâtre. Ah toi t'es Ah bah oui. Suffisamment vieux pour avoir connu au Café Théâtre. Bien sûr. Ah bien d'accord, sûr. ok. Et Non, moi pas. Non, toi, je crois pas. Toi c'est la télé des inconnus. Ouais, c'était plutôt la télé des inconnus, ouais. Et alors, est-ce que, on n'a pas une si grosse différence d'âge, mais par contre, je voulais savoir, parce que pour moi, les inconnus, c'était l'événement de la cour de récré. Tout le monde connaissait les sketchs par cœur et c'était à qui réciterait le mieux les émissions. Alors, bah je peux pas vraiment, m'identifier puisque moi j'ai une vie un petit peu particulière et que j'ai fait toutes mes études par correspondance, donc j'ai pas vraiment eu de camarades de classe avec qui rigolaient des inconnus. Non, il faut le dire, Max, il a passé un peu sa jeunesse entre Capi, Dolce, Zerbino et Maître Vitali. Et le jour où Joli Cœur est mort, ça lui a fait un crève-cœur. Non, mais je suis pas allé dans des écoles traditionnelles, donc je peux pas relate comme on dit. Mais tu sais faire le feu à Koh-Lanta, si j'ai bien compris. Je sais faire le feu avec mes mains, exactement. Je te veux dans mon équipe, ça c'est sûr. Et toi, Perrine, alors, c'était... ouais, nous aussi, enfin, on récitait pas toute la télévision des inconnus, mais par contre, c'était des sketchs et surtout les chansons. Moi, c'était les chansons qu'on chantait beaucoup, où le matin, on arrivait à l'école en faisant « Salut, tu vas bien ?» Enfin, c'était assez régulier, ouais. Auteuil-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Passy, tel est notre ghetto. Salut, tu vas bien. Salut, tu vas bien. C'était un truc qui était repris par les adultes, par les enfants. Le Tu vas bien, il y avait tout leur tube, quoi. C'est toi que je t'aime. Tranxène 2000 ou 200 2000 200. Moi j'avance, moi je suis 2020. Isabelle a les yeux bleus. Isabelle a les yeux. Et c'était à chaque fois des productions assez intéressantes. Gwendoline a les yeux verts, bien sûr. Ah bah oui. C'était des productions vraiment intéressantes. Et puis aussi, ils avaient des mots de vocabulaire qui rentraient dans l'usage commun. Enfin, c'était pas rare d'avoir des adultes même qui utilisent le mot bouleversifiant. Bien sûr. Ouais. Et bouleversifiant, qui est né d'ailleurs ce super sketch de Daniel Toscan s'est planté. Et je sais pas si vous vous en souvenez de ce sketch, puisque toi, en plus, Perrine, avec ton expérience de cinéma, est-ce que tu penses que tous ces sketchs sur le cinéma français a fait du bien à l'image du cinéma français? Alors oui et non, je pense que ça n'a fait que renforcer l'idée que les gens pouvaient se faire du cinéma français, mais je pense aussi que ça l'a rendu d'une certaine façon, au moins on en parlait. Je sais pas comment dire, mais au moins on en parlait, ça devenait quelque chose d'accessible, même si c'était par la moquerie un petit peu, au moins on en parlait un minimum. Donc c'était de la satire, même aujourd'hui quand tu la regardes et que tu vois... quand tu vois, allons au cinéma, c'est, ou le rire sur Arte, tous ces trucs-là, évidemment. Que tu vois Mileni de Guinalo et même ton sketch culte, Max, Teresa. Teresa. Donc ça c'est dans cinéma. Qui est d'une violence aussi. Et en fait, tu te rends compte que la plupart de ces sketchs, il y en a certains... tu pourrais pas les. Alors attention, on ne rentre pas dans le on peut plus rien dire, mais les temps ont changé et c'est plus possible, par exemple, de faire le sketch de Nicolas Hulot. Et même si j'ai une passion dévorante pour le sketch de l'hôpital,
bah, Ah oui. et ils sont tous les trois en blackface, quoi. C'est des sketchs d'une autre époque, quoi. Et du coup, à chaque fois, je suis à la fois passionné par ce que je suis en train de regarder et parce que c'est mes souvenirs, et en même temps de me dire, waouh, putain, ça passe aujourd'hui, ils auraient du mal. Bah, Ouais, peut-être qu'ils ont aussi réussi à repousser les limites de la censure, ça c'est une évidence. Mais il y a quelque chose moi qui me marque quand je revois aujourd'hui les sketchs des Inconnus, c'est que je considère pas que ce soit de la moquerie, c'est plus de la parodie, de la satire. Ils visaient de la pastiche. Il y a quelque chose d'hyper intelligent en fait dans la façon dont toutes ces thématiques sont abordées. Et quand je compare, évidemment, immanquablement, hein, tu parles de blackface, quand on compare avec un sketch, disons, au hasard, Gad Elmaleh, Gad Elmaleh et Kev Adams, qui s'habillent en asiatique et qui font une atroce moquerie qui est ni faite ni à faire. Et là, je me dis, on est vraiment pas du tout sur la même lignée. C'est-à-dire que d'un côté, t'as les Inconnus qui utilisent plutôt des clichés pour à la fois, je pense, les dénoncer et les tourner en dérision, mais tourner aussi en dérision le moqueur. Bien sûr. Et pour moi, on est vraiment dans une ligne qui est certes très ténue par moments entre le rire presque méchant et la satire, mais je trouve qu'il y a quand même une certaine intelligence d'écriture qu'on retrouve pas dans les choses d'aujourd'hui, avec un humour beaucoup trop violent qui va justement à l'encontre de on peut plus rien dire, etc. Je suis complètement d'accord. Ils sont toujours assez bienveillants. Mais c'est ça, c'est exactement ce que je voulais dire. Non mais c'est exactement ce que je voulais dire, c'est qu'en fait chez eux il y a une vraie bienveillance, il y a pas de pas de la méchanceté, ils cherchent pas à faire mal à qui que ce soit, à pointer du doigt une communauté, un type de personne, parce que même quand ils se foutent de la gueule des chasseurs ou quoi que ce soit, c'est pas ils sont pas en train de complètement dire que tous les chasseurs sont achetés et c'est tous des gros poivreaux, c'est pas ça, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment utiliser ces clichés là et ils vont permettre à tout le monde de se rassembler autour du cliché pour mieux le démonter, pour mieux et surtout pour se regarder tous avec une certaine compassion et dire oui, on est tous un tout petit peu finalement sujets à la blague et c'est pas grave en fait, c'est même ça qui nous rassemble. Il y a quelque chose d'assez joli là-dedans, que ça soit les gens de Auteuil-Neuilly-Passy comme les mecs du ghetto avec Manu tu descends quoi. Donc en fait finalement tout le monde est à peu près au même niveau de la blague et tout le monde peut être sujet et objet de la blague, et c'est ça que je trouve très très beau, parce qu'il y a pas de ouais, c'est ça, il y a beaucoup beaucoup de bienveillance chez eux, moi j'aime beaucoup ça. Et c'est les premiers à se moquer d'eux aussi, hein. Bon, bien sûr. Et puis aussi, on apprend des choses. Par exemple, on apprend tout sur la différence entre un beau chasseur et un mauvais chasseur. Par exemple, Un bon qui reste Père une référence Noël, pour un moi, mauvais maintenant, Père je sais très bien. Je m'y connais en chasse grâce à ça. Et je sais ce que c'est qu'une galinette cendrée. Dans le bouchonnois, bien sûr. Et je peux vous dire que j'utilise encore brocouille. Hein. Pour moi, c'est du vocabulaire commun. 16 septembre, à l'aube, dans le pays du Bouchonnois, c'est l'ouverture de la chasse. Mais pas n'importe quelle chasse, celle de la galinette cendrée, une véritable passion pour ces hommes que nous avons suivis pendant 24 heures. Ouais, pour des grands t'en fais pas, ouais. Voilà. Salut Dédé, ça va? Salut les RR. Salut Dédé. Salut Lucien, salut Robert. Dédé, ça va? Salut Bébert. 11 heures, ils sont toujours bredouilles, ou plutôt brocouilles, comme on dit dans le Bouchonnois. Faut te dire, s'il en envoie une, cette salope, moi j'ai pas ça fait. Et alors, c'est quoi vos sketchs préférés? C'est quoi vos sketchs de référence, là? Allez, balancez-moi quelques idées. Alors, des choses que les gens je peuvent prends la parole. Allez, ouais. moi, il y en a un que je regarde très très souvent, depuis toujours en fait, c'est celui sur les chanteurs rétro. Ah, celui avec Edith Piaf? Avec Edith Piaf, avec le collabo, avec des personnages complètement dingues. Et c'est vrai qu'en particulier celui d'Edith Piaf qui met brillamment en valeur, ou que plutôt Didier Bourdon met brillamment en valeur, dans lequel il raconte un texte absolument atroce, avec de l'autre côté Légitimus en train de dire mais ça c'était des chanteurs qui avaient des textes qui n'étaient pas dans la parodie et qui n'étaient pas dans la tragédie pour la tragédie. Ils étaient tous dans la collaboration. Voilà. Et cette façon de caricaturer, enfin je sais pas si c'est caricaturé ou c'est comment dire. Ouais, non, on est toujours dans le pastiche en fait. Mais cette façon d'aborder Edith Piaf, moi, me fait mourir de rire, à tel point que j'en viens régulièrement avec ma compagne en ce moment à chanter des comptines à notre enfant avec justement cette voix-là d'Edith Piaf parodiée par Didier Bourdon, que je trouve extraordinaire. Et est-ce que tu aimes le passage où il fait, surtout le passage final où il fait, mais pour ses détracteurs, il s'est engagé dans la résistance dès 1945.
Ah non, mais c'est un très très bon sketch. Perrine, est-ce que qu'est-ce que pour ce battle, qu'est-ce que tu avances? C'est hyper dur de choisir. Moi, c'est vrai que j'étais vraiment on est plus sur les sketchs ou on peut aller sur les chansons? Non, bah oui, chansons aussi. Parce que moi, c'était les chansons qui les sketchs évidemment, enfin je pourrais dire le commissariat que je trouvais très très bien, très en amont en fait sur son temps un tout petit peu, parce que le commissariat quand même, l'idée aussi quand ils interviennent et qu'ils embarquent la meuf à la fin, je trouve que ça dit vraiment quelque chose de la société qui est assez drôle, qui est plutôt malin. Qui aujourd'hui est super violent. Tu dis, la femme doit répondre de son viol, à moins que l'homme doit retirer sa plainte. Oui, enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, vraiment, ils parlent d'un truc alors qu'on est dans les années 90, et les gars te parlent de quelque chose que maintenant, on dénonce plus du tout en rigolant. Ils pointaient déjà du doigt quelque chose, donc moi, ça m'intéresse. Mais non, moi, c'était vraiment, je pense que l'une des chansons que je préfère, parmi toutes les chansons que j'écoute beaucoup, c'est les Rapetou. Parce que les Rapetou, franchement, pour moi, c'est la chanson des Gilets jaunes. Enfin, je suis désolée, mais cette chanson, elle est géniale. Tu l'écoutes encore maintenant, chaque mot. Mais tu devrais faire une comédie musicale des inconnus, en fait. C'est-à-dire que c'est extraordinaire, les Rapetou. Nous sommes Ursaf, Cancras et Carbalas, mais c'est mes idoles, en fait. C'est juste ça. Je passe ma vie à le chanter et à me balader chez moi Et je pense aussi, je sais pas si Lonely Island, vous connaissez, évidemment. Oui, bien sûr. Et ils ont fait une chanson qui s'appelle Do the Creep. Enfin, voilà, fais le creep. Et à chaque fois que je les vois faire le creep, je pense au Rapetou, parce que ils ont exactement la même démarche, un peu weirdo, un peu strange. Et ils rappellent finalement, je pense pas que Lonely Island ait vu les Rapetou, mais peut-être dans un inconscient collectif, c'est arrivé jusqu'à eux. Et moi, Cancras, Ursaf et Carbalas, moi je trouve que c'est... Et j'ai appris récemment à quoi ça correspondait chacun, puisque maintenant que je suis dans le monde du travail, et ça fait mal. Ça te frappe beaucoup plus fort quand t'es adulte. Beaucoup plus fort. Alors, si ça parle de chansons, moi j'avoue que j'ai un faible pour Douceur de vivre, donc poésie, c'est les hard rockers toulousains qui boit du jus d'orange dans son verre Winnie l'ourson, ça m'a marqué. Avec les voix complètement cassées, je trouve cette chanson absolument hilarante. Et il y a cette phase où t'as Didier Bourdon qui joue un solo de guitare, et le solo guitare typique des années 90 avec les guitares qui va très 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 vite, et Didier Bourdon qui lève les mains au ciel pendant que la guitare est en train de jouer toute seule, et c'est devenu un gimmick pareil chez moi. À chaque fois que j'entends un mec qui joue vite, je lève les mains au ciel comme ça. C'est pour dire à quel point ça m'a marqué ce truc. Alors je vais me permettre de reprendre la battle en plein vol. Moi, il y a un sketch qui est emblématique et j'y pense tout le temps, à chaque fois que je vois un match de foot ou que je suis au stade, encore plus. C'est le sketch du football avec un Bernard Tapie, Robert Patulucci. Je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, c'est une crapule ambulante. Et ce qui est génial, c'est qu'il appelle tous ses joueurs, il connaît pas leur nom, et il dit « Hey, Toshiba !» Et il leur dit « Hey, Toshiba !» Et le mec il fait, et moi c'est pas Toshiba, c'est Roberto da Silva. Ça n'a aucun putain de sens. Et ce qui est génial, c'est que ça fait des matchs avec des scores à la fin comme le PSG, c'est-à-dire des 5-2 sur dont 4 penalties en fait. Et c'est absolument, c'est vraiment d'une acuité. Le président Filou, vraiment l'arbitre corrompu. Enfin vraiment, c'est génial. J'adore. Et surtout, c'est Didier Bourdon qui tient tout le truc, parce que l'interprétation, quoi. Parce que quand il crie Toshiba, tu veux que je t'apprenne à jouer avec un ballon, connard? Enfin, il est dedans, il le vit. Voilà, c'est un de mes sketchs préférés de tous les temps. Maîtresse et patient. La parodie de soap opéra qui se passe à l'hôpital, avec justement qui se passe à l'hôpital Velpo. Oui. L'hôpital a beaucoup inspiré les inconnus, quand même. Parce qu'il y a l'hôpital Velpo, il y avait la clinique de la Forêt Noire, qui a inspiré. L'hôpital est un vecteur chez eux. Et alors, est-ce que t'en as un autre, Perrine, à balancer? Après, moi, je trouve qu'il y a une chanson, encore une fois, je reste sur les chansons, désolé, mais c'est vrai qu'il y a une chanson qui, pour moi, résume le mieux notre époque, maintenant, que je chante assez régulièrement, c'est « Et vice versa ». Parce que je trouve que « Et vice versa », tout le sens des paroles, toute cette façon de vouloir dire sans jamais vouloir dire quelque chose de concret, mais d'avoir l'air intelligent, ils étaient, dans les années 90, en train de résumer le 21e siècle, et moi, ça me plaît beaucoup. Je trouve ça absolument incroyable. L'hémorragie de tes désirs s'est éclipsée sous l'azur bleu dérisoire du temps qui se passe, contre duquel on ne peut rien.
Être ou ne pas être, telle est la question sinusoïdale de l'anacorinthe. Hypochondriaque. C'est rigolo que tu cites ça parce que moi j'allais citer dans mes sketchs préférés le top 50 et justement c'est vice versa, c'est la chanson de Tranxène de 200 et qui est le groupe qui est présenté dans le top 50 et ce qui est vraiment un de mes sketchs préférés. Je crois que c'est de tous les sketchs d'humoristes, c'est vraiment celui que j'ai peut-être le plus regardé. Alors, je veux juste dire un truc pour les gens, les trop jeunes qui peut-être le montage, je sais pas si on aura eu un extrait ou pas, ou qui sont pas allés voir Tranxène 200 vice versa. Je veux juste leur dire, où allons-nous ? D'où venons-nous ? J'ignore de le savoir. Mais ce que je n'ignore pas de le savoir, c'est que le bonheur est à 2 doigts de tes pieds. Et que la simplicité réside dans l'alcôve bleu, jaune, mauve et insoupçonné de nos rêveries, mauve et bleu et jaune et pourpre et parabolique et vice-versa. Et honnêtement, je pense que c'est du génie pur. Je pense que c'est vraiment du génie pur. Il devait, je sais pas comment il tenait, hein, parce que... Il y a un truc, leur chance, c'est qu'ils faisaient pas une émission toutes les semaines ou tous les mois, c'était vraiment des spéciaux. Et c'était les rois du pétrole, quoi. C'est-à-dire, tout le monde les voulait dans leur écurie. Ils étaient sur la 2, mais TF1 les voulait. Enfin, vraiment, c'était la soirée de Nouvel An, en plus. Alors, attention, je vais parler d'un micro-sketch. C'est très, très spécifique. Et je sais que ce qu'il parodie est très raciste. Mais à chaque fois que je vois Didier Bourdon le faire, je pleure de rire. Et en fait, il y a la Zoubida chantée par le mec de The Cure. J'allais la citer, justement. Et tu sais quoi, je pleure de rire. Alors, je sais que The Zoubida, c'est pas bien. La Zoubida par Robert Smith. Mais la Zoubida par Robert Smith, j'ai envie de pleurer de rire. Je pense que c'est du rire malsain par ricochet. Et j'adore ça. Je l'avais mis dans ma liste, tu vois. Mais surtout, ce qui est intéressant aussi avec les inconnus, c'est que, par exemple, si on prend les nuls, dans un autre genre, c'est que ils étaient très chouettes les nuls, mais il y avait quelque chose de beaucoup plus absurde chez eux et presque un petit peu de fallait adhérer au club des nuls en fait d'une certaine façon. Et je pense que les inconnus, ils avaient cette capacité de pouvoir d'être beaucoup plus popus, d'être beaucoup plus de faire beaucoup plus référence à cette culture populaire très très forte, très ancrée. C'était ce que les gens regardaient à la télévision, c'était ce que les gens vivaient. Donc en fait finalement c'était beaucoup plus simple d'aller. C'était pas non plus vulgaire ou quoi que ce soit ou vraiment ancré dans un type de population comme pouvaient être les Chevaliers du Fiel. Non, eux ils étaient vraiment sur une culture populaire générale et très accessible. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que les petits, les grands, peu importe d'où on venait, on adhérait totalement à l'humour des inconnus parce que finalement c'était à hauteur de tout le monde à la fois. Il y avait pas un club en fait à rentrer dedans. Ils rentraient chez nous, c'est tout. Il y a aussi un truc, c'est que à force de les citer dans mon langage de tous les jours, hein, parce que ça m'arrive, vice versa, je cite Alain Deloin. Hein. Je cite Alain Deloin. Je cite surtout Youpi Matin. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Ah bah oui, moi aussi. Et c'est pas rare que je me réveille en me chantant ça parce que parfois c'est compliqué le matin et je me chante Youpi Matin 1-1, le bon réflexe matin, Youpi Matin, Youpi. Mais par exemple, ça m'arrive parfois de faire à haute voix, juste en me remémorant, de faire « Ah, les enfants, c'est bientôt Noël, alors poupée close Barbie ». Et je me rends compte à quel point cette vanne est datée et en même temps, elle me fait rire dans ma tête. Et ils avaient des trucs un peu assez hardcore, très très gratuits parfois et que j'adorais. Ouais. Puis moi, c'est comme ça que je déclare ma flamme aux gens. Hein. Je leur dis c'est toi que je t'aime. Hein. Vachement beaucoup. Bah oui. Alors moi je leur dis putain merde tu fais chier. Donc alors les inconnus à un moment ont morphé et évidemment ils pouvaient pas rester avec ils pouvaient pas rester à la télé. Ils étaient trop gros pour la télé. Et ils se sont fait un film. Hey. Alors, on n'a jamais parlé, je crois, des Trois Frères dans l'histoire de MDR, c'est le moment. Est-ce que les Trois Frères, est-ce que c'est un film important pour vous ? J'ai pas le droit de dire du mal parce que ma meuf va me taper sinon. Mais c'est plus que culte, les Trois Frères. Enfin, sans patate, elle est où la tétette, elle est où le cucu ? Enfin, c'est juste. Enfin, ouais, la Super Nintendo. La Super J'aurais bien voulu les voir, moi, les trois télés.
Et puis moi, le sketch où ils sont sous drogue, je pense que je le connais littéralement par cœur. Et je dis régulièrement aux gens, t'as pas un Cendrillon, chut, y'a Bambi qui dort, quoi. Mickey. Non, Mickey. C'est plutôt Braque, Vasarely. C'est ça. Prends ton bâton, on s'en va. Prends ton bâton, ça va. Je le dis Combien de fois souvent j'ai dit quand sans il faut soirée partir. Prends ton bâton, on s'en va. Tu prends ton bâton, ça va. On est très daté là-dessus, mais en même temps, l'avantage des Trois Frères, c'est qu'il est dispo et sur Amazon Prime et sur Netflix. Donc si vous êtes confiné et que vous n'avez jamais vu les Trois Frères, c'est l'occasion. Faites-vous plaisir. Alors, cela dit, si tu l'as jamais vu et que tu le découvres en 2020, Ouais. je pense que c'est un petit peu compliqué dans la mesure où le montage est pas ouf. Le jeu d'acteurs, alors eux trois ils sont super, mais le reste du cast ça vole quand même pas très très haut. Le petit garçon il joue quand même assez mal. Je trouve que c'est non, bah disons que ça a pris un méchant coup de vieux. Ça a pris un méchant coup de vieux là où, si on doit faire encore une fois le comparo, La Cité de la Peur et je trouve toujours aussi actuel dans le sens où il est peut-être un petit peu plus cheapouille, il est peut-être produit avec moins de moyens, mais il est plus efficace. Donc voilà, moi j'ai ce truc là, c'est-à-dire que j'adore les Trois Frères évidemment parce que j'ai découvert à l'époque et que ça me faisait mourir de rire. Il y a toujours des vannes complètement folles, des séquences inoubliables, mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand tu remets en 2020, c'est un peu compliqué quoi. J'ai un souci avec ce film, s'il faut le dire, c'est que je trouve que la fin, et c'est le truc que je vais voir que je vais vérifier ensuite dans les films des inconnus, c'est que ils savent pas finir les films. Et le dernier tiers, il est après le moment où il y a quelqu'un qui se sent mal et qui fait je suis pédiatre, il y a plus personne dans le film et ils finissent un peu en roue libre. Ils essayent de faire des fins assez positives, assez happy ending, assez feel good movie, et je trouve que ça plombe un peu le film en fait. Je sais pas, moi, ils vont vers l'émotion, je trouve qu'ils ont pas peur d'y aller. La séquence de procès à la fin, je la trouve quand même plutôt mignonne, où ils montent leur tache de naissance sur leurs fesses. Moi, ça marche pour moi en fait, c'est-à-dire que j'aime bien, ils sont très premier degré par rapport à ça, et c'est quelque chose que j'apprécie toujours dans la comédie, c'est quand les gens ne cherchent pas à faire de l'ironie ou quoi que ce soit, c'est qu'ils vont directement vers l'émotion et vers le premier degré, et parfois c'est risqué, parfois c'est bancal, mais au moins il y a pas de, ils cherchent pas à faire les malins, et j'aime plutôt ça, je trouve ça plutôt touchant en fait. Et en parlant de touchant, je sais que tu en as parlé dans une précédente émission. Je sais que le pari compte beaucoup pour toi. Et le pari est dispo sur Amazon et Netflix. Donc, c'est le moment de redire ton amour. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Dit-elle en fumant une clope, encore une fois. Ça a marché? Toujours pas. C'est à moi que tu parles. Bien, pas alors, bien. C'est un film très drôle avec un sujet intéressant, quoi. Ils ont vraiment. Et là, pour une fois, il n'y avait pas Pascal Légitimus, c'était que Bernard Campan et Didier Bourdon. Là, tu sens qu'il y a pas une scission dans le groupe, mais c'est-à-dire que ils partent un peu à droite, à gauche. C'est à ce moment-là que Bernard Campan, il commence un petit peu à se dire putain, je suis un vrai acteur de cinéma français. Ils sont en Spice Girls, quoi. Enfin, il y en a qui pensent qu'ils peuvent faire sans le groupe, quoi. Mais bon. Ouais. Et puis ensuite vient le drame, c'est l'extraterrestre. Ah oui. Ouais. Alors, est-ce que vous avez tous les deux vu l'extraterrestre, j'en suppose? Je l'avais vu à l'époque. Ouais, moi aussi, mais alors je m'en souviens très peu. Enfin, je me souviens juste de la gueule de Bourdon, quoi. Enfin, ouais. Voilà. Bourdon qui la joue un petit peu comme Jacques Villeray. Oui. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de pire à la limite, mais c'est vrai que ça vole quand même pas très très haut, quoi. C'est l'incident de parcours. Honnêtement, de toute leur production, ils sont pas allés. Et après il y a les Rois Mages. Les Rois Mages. Alors les Rois Mages, moi je l'aime bien en fait. Il y a deux trois scènes qui me font vraiment pleurer de rire dans les Rois Mages. Il y a notamment la scène où les Rois Mages, donc c'est des Rois Mages c'est ce qu'on appelle une comédie fish out of the water. Ça veut dire des personnages qui sont emmenés de leur environnement propre et qui sont téléportés en 2001. Donc les Rois Mages arrivent en 2001 et ils vont à l'église. Et ils découvrent une crèche et ils font je ne suis pas noir, enfin, mais je ne suis pas chauve, enfin vrai, ils sont à hurler de rire. Et il y a vraiment des moments assez rigolos, quoi. Enfin vraiment j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez de celle-là.
Ressus, mon mari? Bah oui. Moi, j'aime un micro-moment, et je peux me le regarder en boucle, c'est le moment où Didier Bourdon est sur un fauteuil de psy, et et son psy, il est en train de devenir fou parce qu'il lui raconte comment il a égorgé des gens, et son psy, il est pas prêt à écouter ça, quoi. Mais alors, et justement, est-ce que c'est pas le problème des inconnus transposés au cinéma? C'est qu'on peut isoler des séquences qui sont littéralement cultes, mais sur la longueur, ça se tient pas vraiment, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu le mal qui transparaît dans chacun de leurs films. Je me demande, en fait, c'est vrai qu'ils réalisent leur film vraiment comme des petites séquences de sketch, en fait. Et c'est de l'humour de situation à chaque fois. Il y a pas une ligne directrice qui les amène à un point A, à un point B, quoi. Enfin, j'ai pas l'impression, en tout cas. Bah, c'est là où je reviens avec la comparaison avec les nuls, en fait. C'est-à-dire que pour le coup, les nuls, avec cette idée de la bande et de la private joke d'une certaine façon, c'est qu'ils arrivent à créer un univers. Là où peut-être les inconnus, en prenant justement, peut-être en s'inspirant un petit peu trop du réel, ils arrivent moins à créer un univers qui leur est totalement personnel. Donc, ce qui fait que oui, en effet, ça marche mieux sous la forme d'un sketch de 10 minutes, mais quand on commence à excéder ce temps-là, peut-être que ça s'essouffle un tout petit peu. Ça s'essouffle en fait, c'est sûr. Hein. Moi, à part les 3 frères, c'est vrai que je trouve que tout le reste, ça s'essouffle un peu quand même. Alors, vient le moment fatidique de cette émission. Il faut passer en revue un dernier film important, c'est les 3 frères, le retour. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est pas leur Visiteur 3? Il fallait pas. J'en ai pas vraiment de souvenirs, c'est ça qui est terrible en fait. Je l'ai vu au cinéma, j'en ai pas vraiment de souvenirs. Moi, j'ai un souvenir de la projection de presse. Ça, je m'en souviens. Je l'ai vu avec l'équipe de distribution. C'était horrible parce qu'en fait, on était tous gênés et personne pouvait vraiment dire quoi que ce soit parce qu'il y avait toute la distrib qui était là et même eux étaient gênés. Tout le monde était gêné et en fait, à la fin, on s'est tous regardés, mais comme si on venait d'assister à un truc dramatique, quoi, vraiment. Et tout le monde est sorti genre bonne soirée en fait. Et puis voilà. Hein, puis, je te rappelle que tu es en train de parler à 2 personnes qui étaient à la projection presse de Bad Buzz. Alors, pour les 3 frères, le truc, c'est que moi, je l'ai vu... pire, je l'ai vu en projection publique avec les présences des gars, avec des présences des Didier Bourdon, Pascal Légitimus et Bernard Campan. Et la salle était chaude, bouillante, quoi. Et tu t'imagines, c'est vraiment à ce niveau-là... Le dégonflement de la salle. Ouais. Je pense qu'on peut parler de coït interruptus, quoi. C'est vraiment, c'est genre, on s'attendait à jouir de rire et on a que dalle. Surtout qu'il y a eu une tentative de damage control après coup des gars qui disaient oui mais attendez, vous nous avez sollicité pendant X années pour faire le film, voilà maintenant vous l'avez, vous avez pas aimé, tant pis on va peut-être s'arrêter là. T'as envie de dire mais les gars, si vous vous sentiez pas à la hauteur, il fallait peut-être se faire aider par quelqu'un en fait. Ou bien il fallait juste pas le faire et pas céder à ce type de pression. Ça n'avait pas de sens, quoi. En soi, ils auraient pu s'entourer de spécialistes de la comédie, ne serait-ce que pour l'écriture, etc. C'est un peu le problème quand tu veux tenir les rênes du début à la fin d'un projet sur lequel t'es tellement attendu que tu sais que ça va être de toute façon compliqué. Vient le moment important de cette émission, c'est qu'on va parler d'un acteur en particulier et... À 3, vous allez dire quel est votre membre préféré des Inconnus. Didier Bourdon. Enfoiré. Eh bien, écoute, c'est Didier Bourdon. Il a été élu. Est-ce qu'on est d'accord? C'est Didier Bourdon le vrai génie de ce. Enfin, je veux pas dire que les autres n'ont pas de talent, mais lui il a un talent au-delà du réel d'acting, quoi. D'acting de comédie en tout cas. Ouais, de comédie, ouais, peut-être parce que Campan a un autre talent d'acting, par exemple, je trouve. Il est plus, peut-être un peu plus émouvant. Là où je pense Didier Bourdon a une drôlerie innée qui est voilà, autre. On parle de drôlerie. C'est vrai que je pense que c'est clairement le plus marrant et c'est sans doute le plus créatif, enfin, j'allais dire, alors le plus créatif sans doute, mais c'est surtout qu'il a quelque chose que les 2 autres n'ont pas, à savoir qu'il est capable de faire passer de l'émotion ou justement son génie comique à travers ses mimiques, sa gestuelle, son visage. Il a ce truc-là que moi j'adore par exemple chez un mec comme Jim Carrey. Il a vraiment un visage ultra expressif. Et il y a un truc qui
à chaque fois qu'il me sidère avec Didier Bourdon, c'est qu'il n'a peur de rien et il est capable de jouer les personnages les plus veules et les plus immondes. Et à chaque fois que je le vois en Comme Clavier. Comme Clavier, mais je pense que Clavier, le truc, c'est que personne ne le reproche à Didier Bourdon de jouer des personnages veules, alors que Clavier. Non, parce que Didier Bourdon, on sait que c'est de la blague. C'est peut-être ça. Et honnêtement, j'ai vu des comédies où Didier Bourdon, il prend le matériel qu'on lui donne et de rien, il en fait un bonbon, comme on dit. Et il transforme le caca parfois qu'il a entre les doigts, il en fait du génie pur. Et je pense par exemple au Grand Partage de Alexandra Leclerc, où il joue un espèce de mec veule de droite et vraiment un mec dégueulasse qui se trouve obligé d'héberger des sans-abri, puisque tout le monde doit héberger des sans-abri chez eux. Et il est fabuleux. Il est extraordinaire. Il est bas, il est dégueulasse. Et pour moi, je pense qu'un de ses rôles les plus importants, c'est Jackie au Royaume des filles. Ah, mais voilà, tu l'as enlevé. Je l'ai mis en haut de ma liste. Moi, c'est Jackie au Royaume des filles. Hein. Évidemment. Alors, racontez-moi, qu'est-ce qu'il vous fait là parce que c'est même pas le méchant de l'histoire. Non, mais c'est ce que tu disais, Max, tout à l'heure, sur l'idée de son visage, puisque pour le coup, c'est la seule chose qu'on voit. Comme il est sous cette tenue qui ressemble à une burqa pour homme, là. Et la seule chose qu'on voit, c'est le visage. Et toute l'émotion, toute la drôlerie, tout passe par cette tête d'abruti un tout petit peu qu'il a dans le film, et que je trouve vraiment... c'est lui qui transmet finalement presque tout l'arrière-plan, tout le storytelling qu'il y a derrière Jackie au Royaume des filles. Plus que l'histoire qu'on est en train de nous raconter, il incarne ce monde créé par Riyad Satouf. Et je trouve que c'est absolument incroyable. Non, il est super. Il est vraiment super. Max ? Bah, qu'est-ce que tu veux que j'ajoute à ça? C'est une évidence. Je pensais que t'allais me dire Nicky Larson. C'est marrant parce que quand tu disais qu'il est capable de transformer de la daube par son génie comique, je me suis demandé si t'allais justement citer Nicky Larson. Bah, dans Nicky Larson, il fait pas grand-chose. Non. Par contre, il y a son dernier grand film majeur, et je suis peut-être le seul à le penser en France, mais moi je mouille mon maillot. Dans Garde alternée d'Alexandra Leclerc. Attends, comment ça le seul? Hein. Ah non, c'est bon, tu fais partie du clan? Bah, il est marqué sur ma liste, il est sur mon top 3, donc... il est sur ton top 3? Ah putain, mais... Moi, j'ai Garde alternée, Jackie au Royaume des filles et Le Pari, excuse-moi. Hein. Ah oui, ok, t'as tout à fait t'as la triplette. Alors, faut expliquer ce qu'est... Tu veux t'expliquer ce qu'est Garde alternée, peut-être, Max? Garde alternée, c'est Didier Bourdon qui se retrouve un jour obligé de choisir entre sa maîtresse et sa femme. Et les deux femmes vont justement choisir une garde alternée de Didier Bourdon qui se retrouve une semaine chez l'une, une semaine chez l'autre. Comme si c'était un enfant dans un couple qui divorce. Et c'est pas le film le plus progressiste du monde. Ah non, pas vraiment. C'est surtout que Bourdon est en roue libre du début à la fin, et vraiment il est au summum de ce qu'il est capable de donner, je pense, en termes de comédie. C'est un film extraordinairement cringe. Ah non, mais est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu? Non, j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu Garde alternée. J'avoue que le pitch et ne serait-ce que la bande-annonce m'avait un peu laissé, justement parce que je trouvais ça un peu. Alors, il est dispo en VOD. Quoi. Ouais. Alors, un peu fastoche. Tu vas voir deux belles femmes que sont Valérie Bonneton et Isabelle Carré se battre pour un personnage qui joue un handicapé qui se met à avoir une érection. C'est d'un niveau de cringe et de malaise et en même temps de rire intense. D'accord. Moi, j'ai envie de dire à Valérie Bonneton et à Isabelle Carré de se mettre ensemble plutôt, en fait, parce qu'au bout d'un moment. Alors, c'est la question qu'on se pose pendant tout le film, en fait. C'est la question, franchement. Mais attendez, ouvrez les yeux 2 secondes là. Il y a des séquences où elles se mettent presque à poil sur la piste de danse devant tout le monde, hein, pour exciter Didier Bourdon. Et Didier Bourdon, il le joue à fond les ballons. Il faut le voir, les yeux, mais on dirait un enfant. C'est un très très très. Je pense que c'est un grand film sur le malaise dans le couple, et on a vraiment besoin de ça en ce moment. Nous qui parfois sommes calfeutrés soit seuls soit à deux. Je pense que c'est. Je recommande Garde alternée, et m'en voulez pas si vous avez pas aimé, s'il vous plaît. Non, je pense qu'on a oublié un grand film.
Un Dis-moi. grand film, Une grande année de Ridley Scott. Où, c'est vrai. Oui. Ouais. on n'est pas sur un grand moment de comédie, ou peut-être que si, mais pas du tout volontaire. Donc, et lui dedans qui joue un espèce d'employé de vignoble avec un peu à l'accent du sud et tout, c'est un grand moment de gêne et de nimps qui est Une grande année de Ridley Scott, film oublié il faudrait En plus, du réalisateur d'Alien, quoi. C'est interminable en plus. C'est interminable, c'est Je crois horrible. que ça dure plus de 2 heures. Enfin, c'est. Il y a rien qui va, mais il y a rien. Et Marion Cotillard, c'est pas son pire rôle de l'époque. Ah bon? Il y a Batman pas longtemps après. Ah ouais bah oui, non, mais genre c'était pas sa meilleure année. C'était pas sa meilleure année. C'est vrai que c'est un film un peu cringe, mais en même temps, qui peut se lever le matin et dire j'ai tourné avec Ridley Scott en France? Pas faux. Ouais. Attends. Christian Clavier. Ah non, mince. Pardon, Isabelle Carré. Donc voilà, on s'est fait un petit revival des Inconnus. Il y a vraiment beaucoup de choses des Inconnus à voir. Il y a vraiment beaucoup de matériel. Vous pouvez simplement vous enchaîner les sketchs sur YouTube et découvrir ou redécouvrir ça en fonction de... Voilà, si tout d'un coup vous vous souvenez, le football, ils en ont parlé dans MDR, allez-y, le sketch du football, il est vraiment bien. Le sketch de l'athlétisme, le sketch de Stade 2, ça a vieilli, mais c'est super drôle. C'est vraiment très, très, très C'est celui bien. où il arrête pas de dire mais cela ne nous regarde pas, c'est sûr? Exactement. Ah, j'adore. Et le vélo, et le mec qui se prend le Tour de France. Vous savez, le Tour de France, c'est le truc de vélo qui normalement tourne une fois par an autour, puisqu'à priori, il n'y a pas de Tour de France. Donc, tout ça en plus va nous rappeler des bons souvenirs de comment c'était avant. La France d'avant. La France d'avant. Ah là là, putain, heureusement qu'on a les Inconnus. Et je dois juste dire, je suis team Inconnu et je suis pas team les nuls. Ah, moi aussi, je suis team Inconnu. En vrai, je suis team Inconnu. En vrai, je suis team Inconnu, mais les nuls, je crois que j'ai vu 10 000 fois absolument tout ce qu'ils ont fait. Donc, avec le temps, je suis devenu aussi team nul, mais à l'époque, j'étais team Inconnu. Je veux bien croire. Mais après, il y a des sous-groupes. Parce qu'on a bien compris qu'on est team Didier Bourdon. Donc, on peut tout aussi bien être team Alain Chabat, par exemple. Tu vois, on peut être biclassé. Alors ça, c'est une vraie question. D'ailleurs, faudrait vérifier qui est qui dans les nuls, dans la team des nuls. Mais est-ce qu'on est plus Chabat? Est-ce qu'on est plus Farrugia? C'est une autre question. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé calfeutré chez vous et sans doute pas très habillé, si j'en je suis crois. en tenue de sport. Tu rigoles? Ah oui, toi, tu sors du yoga, toi. Ouais, folie. Et toi, Max? Jogging t-shirt à la base. Putain, on n'a plus aucune dignité. Moi, Putain, il y avait une chemise la semaine dernière au moins, putain. Moi, je suis lâché l'affaire. Je suis en short t-shirt, je sors de Ring Fit, moi, ça c'est fini. Il n'y a plus de dignité. En tout cas, de la dignité, il y en a. Pour la team de la réalisation, on embrasse Solène et Quentin. Qui réalisent cette émission à distance, t'imagines? Ils vont nous égaliser le son, ils vont nous produire ça pour que ça soit super écoutable. C'est le moment de dire Internet. Internet, c'est super Internet. Ça marche pas mal. Pour nous retrouver, c'est We Love MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées au podcast. Écoutez ça, parlez-en autour de vous. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires. Et surtout, y a plein de comédies. Amusez-vous bien chez vous. Il y a plein de comédies pour vous distraire. Et... garde alternée, c'est spécial. Je tiens quand même à le redire, mais c'est mes goûts bizarres. Voilà, je pense qu'on va se revoir bientôt pour une nouvelle émission, les gars. Il y a des chances, tel que c'est parti. On vous embrasse très 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 fort. On pense à vous et on vous souhaite, où que vous soyez, on vous souhaite bon courage. Ciao.